Eh bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la série comment bien monter son PC. Vous vous demandez sûrement comment les composants fonctionnent entre eux, ou vous vous demandez l'utilité d'un composant, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons aborder du coup le thème des composants formant un ordinateur, et je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui voudraient avoir un PC de jeu, et je vous rappelle qu'une tour est vraiment le mieux. Tout d'abord, quels composants choisir? Les composants que je vais nommer essentiels durant cette vidéo sont les composants nécessaires au bon fonctionnement du PC. Ils sont 7. Les composants essentiels, donc dans l'ordre des priorités, sont l'alimentation qui alimente chaque composant électriquement, la carte mère qui gère l'ensemble des composants et contribue à leur bon fonctionnement entre eux, donc ancien rôle du bus qui n'existe plus, le processeur qui traite l'ensemble des informations émises par l'utilisateur, la mémoire RAM, autrement appelée mémoire vive, qui stocke toutes les informations effectuées pendant l'allumage du PC, pendant un cycle d'utilisation, c'est-à-dire que lorsque vous éteindrez le PC, toute cette mémoire sera retranscrite vers le disque dur. C'est la partie mémoire du coup qui sert au processeur plus particulièrement. Et ensuite la carte graphique, donc qui améliore la partie graphique et vidéo de vos jeux, ou lorsque vous regardez des photos et vidéos sur YouTube par exemple, c'est toute la partie qui la travaille. Donc le disque dur ou HDD stocke tous les logiciels et objets personnels, et enfin il y a le boîtier donc qui protège de la poussière et maintient les composants. Les composants que je vais nommer supplémentaires sont quant à eux ceux qui peuvent permettre de répondre aux besoins personnels de chacun des utilisateurs, donc cela dépend de l'utilisation du PC. Il y a premièrement la plaque thermique qui s'applique sur le processeur pour améliorer la transmission de chaleur du processeur au radiateur de refroidissement. Il y a ensuite le lecteur CD-DVD, donc pourquoi je l'ai mis en optionnel, parce qu'à l'heure actuelle on peut s'en passer car les drivers installés au premier démarrage du PC seront parfois déjà appliqués ou dans tous les cas seront sur internet, au cas où préféré externe. Le ventirad ou water cooling, utile pour les PC gamers dans le but de jouer sur des gros jeux, permet de garder les composants du PC à une température idéale, contribuant alors à une utilisation plus longue de l'ordinateur dans chaque cycle d'utilisation. Le SSD, donc disque secondaire, préférez mettre votre système d'exploitation et jeux les plus utilisés dessus, car le temps de réponse et le temps de chargement sont beaucoup plus rapides et que sur un disque dur classique dit mécanique. Ensuite les prix sont beaucoup plus élevés que chez les HDD. Et enfin la meilleure qualité de performance par rapport au disque mécanique est très flagrante. Je vous conseille du coup de mettre les systèmes d'exploitation et jeux les plus utilisés parce que le PC aura beaucoup moins de mal, enfin ira chercher beaucoup plus rapidement les informations sur un SSD. Il y a ensuite la carte Wi-Fi, ou pourquoi optionnel, parce qu'à l'heure actuelle les cartes mères possèdent des prises Ethernet, donc vous pouvez directement brancher avec fil, vous aurez une meilleure transmission du coup de connexion. Et ensuite le graveur que je classe tout simplement comme inutile, sachant que lecteurs CD DVD font aussi graveur, donc quasiment tous aujourd'hui. Et ensuite les lecteurs de cartes, donc que je classe en optionnel tout simplement parce que certains boîtiers en comportent déjà un, donc à brancher sur la carte mère. Et ensuite la carte audio qui sera peu utile selon vos besoins par rapport à la carte mère, donc qui peut posséder déjà des prises jack ou prises micro tout simplement. Et ensuite la carte contrôleur qui est complètement inutile, sachant que ce rôle-là est joué par la carte mère, donc vous pouvez par exemple brancher sur des prises USB, donc tout type de port, USB 2.0, USB 3.0 directement sur la carte mère. Et ensuite le boîtier d'acquisition, donc tout cela dépend si vous faites du streaming ou si vous filmez tout simplement des jeux. Le boîtier d'acquisition, je vous le recommande fortement. Payer à investir dedans et à prendre quelque chose vraiment de marque pour pouvoir enregistrer avec la meilleure qualité. Et ensuite les câbles HDMI, VGA ou DVI pour avoir l'image sur un ou plusieurs écrans. Donc cela dépend, tout dépend de l'utilisateur s'il a un ou plusieurs écrans. Alors du coup nous allons rentrer un peu plus en détail dans cette vidéo avec les composants essentiels. Alors tout d'abord vous allez être mené à avoir des composants avec marqué dessus overclocké, ce qui signifie que le composant peut être poussé au maximum de ses performances. Pour cela il faudra aller dans le BIOS pour paramétrer le composant en question. Alors commençons tout d'abord avec l'alimentation. Prenons exemple avec cette Corsair VS650 non modulaire. Alors que signifie non modulaire? Ce qu'il faut savoir avant tout c'est qu'il y a plusieurs types d'alimentation, donc non modulaire, semi-modulaire et modulaire. Alors quelle est leur différence? Une alimentation modulaire peut être gérée, donc au niveau des câbles on peut tous les retirer ou tous les mettre ou en mettre quelques-uns selon ses choix. Donc qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Donc c'est préférable de prendre une modulaire tout simplement parce que vous aurez moins de câble management à faire. Une alimentation semi-modulaire est une alimentation où on a quand même tous les câbles mais qu'on pourra quand même en retirer ou rajouter des choses. Une alimentation non modulaire, c'est une alimentation qui possède toutes les crinières des câbles et du coup pour le câble management il y a du boulot, il faut cacher tous les câbles. Prenons l'exemple avec la MSI Z270 Gaming M7 et MSI B250M Gaming Pro pour la carte mère. Veillez au socket à ce qui correspond bien au processeur, donc LGA 1150, 1151 pour son interface. Donc veillez à la génération ensuite du processeur prise en compte par la carte mère. Veillez au nombre de slots pour la RAM en fonction de ce que vous voulez, donc 2, 3 ou 4. Veillez aussi à la prise en compte des barrettes de RAM, donc si ça prend en compte de la DDR4 ou de la DDR3. Veillez au slot de la carte graphique à ce qui correspondent bien à la carte
carte graphique, donc PCI Express, mais ça j'y reviendrai après sur la carte graphique. Passons maintenant au processeur avec cet Intel Core i7 8700 à 3 GHz 2. Donc que signifie le 8 de 8700? Cela signifie que c'est un processeur de 8ème génération, donc 7700 pour les processeurs de 7ème génération. Donc veillez au type de processeur que vous allez prendre, à ce qui correspond bien à vos besoins, à l'utilisation de l'ordinateur. Préférez Intel pour les jeux à un Core i5 et ou plus. Veillez à la génération du processeur. Attention à la vitesse de la fréquence de transmission des informations. Ne prenez pas des gigahertz trop faibles pour du jeu ou des montages vidéo. Attention, je tiens à vous dire qu'un Intel Core i3 à 4 GHz ne vaut pas un Intel Core i5 à 2 GHz 7 par exemple. Et ce dans tous les cas. Autrement dit, le meilleur processeur de sa catégorie ne vaut pas le processeur le plus bas de la catégorie au-dessus. Passons maintenant à la mémoire RAM. Exemple avec ces DDR4 Corsair Vengeance LPX 2x4 Go à 2133 MHz en case 13. Le cache latency ou column access strobe, c'est un temps de réponse des informations reçues à la machine à la mémoire RAM. Pour la DDR4 par exemple, une barrette de DDR4 2133 MHz en case 12 donnera la même performance qu'une barrette 2666 MHz en case 15 ou qu'une 3000 MHz en case 17. Enfin, la DDR3 par rapport à la DDR4 a deux différences. Leur conception et la DDR4 est plus moderne et plus performante que la DDR3. Leur fréquence leur permet aussi d'avoir une bande passante plus ou moins élevée. Passons maintenant à la carte graphique. Exemple avec cette Gigabit GeForce GTX 1060 WindForce Overclocked 3 Go ou encore la Gigabit GeForce GTX 1050 Ti WindForce Overclocked à 4 Go dédiés, donc pour ces ports HDMI. Faites attention à l'interface de la carte graphique, que ce soit au niveau interne ou externe. Tout d'abord, au port de la carte graphique, anticipez les choses. Je m'explique. Prévoyez que plus tard, vous vouliez prendre plusieurs écrans. Dans ce cas-là, prenez alors plusieurs ports, qu'ils soient HDMI, DVI ou VGA. Exemple de la Gigabit GeForce GTX 1050 Ti est parfait. 3 ports HDMI. Au niveau interne, faites attention à ce que l'interface de la carte graphique corresponde à l'interface sur la carte mère. Par exemple, PCI Express pour le cas de notre Gigabit GeForce GTX 1050 Ti. Il faudra alors une carte mère avec inscrit dessus interface carte graphique PCI Express. Veillez aussi à avoir une autre fréquence ainsi que des gigas dédiés à votre carte pour le cas de la 1050 Ti et la 4 Go dédiée, ce qui est le plus haut de sa gamme, donc de sa catégorie, mais qui ne la permet pas d'avoir les mêmes performances qu'une GTX 1060, comme pour le cas des processeurs. Et terminons sur le disque dur, donc rien à dire à part de choisir un bon nombre de tours par minute et de prévoir une grande capacité de mémoire. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc à propos, je vous propose d'aller la regarder si vous n'êtes pas sûr d'un composant ou d'un périphérique que vous voudriez acheter. Pour conclure sur cette vidéo, voici mes conseils pour une bonne config. Préférez des processeurs haut de gamme ou de marque tout simplement, comme un Core i5 à 3 GHz minimum pour mon conseil personnel. Préférez des processeurs réputés. Préférez des barrettes de marque comme Corsair, HyperX ou Kingston, donc 8 Go de RAM minimum pour du jeu ou pour de la vidéo. Pour mon conseil personnel, préférez 2 barrettes de 4 Go pour 8 Go de RAM, 2 barrettes de 8 pour 16 Go, etc. Donc tout simplement pour la seule et bonne raison que si vous avez une barrette qui grille, vous aurez toujours une seconde barrette qui vous permettra d'utiliser le PC. Prenez de préférence 4 slots pour accueillir 4 barrettes de RAM sur la carte mère pour des éventuels upgrades. Prenez une alimentation de marque. Pour mon conseil personnel, prévoyez plus de puissance en watts que nécessaire. Pareil pour des éventuels upgrades ou l'ajout de composants. Choisissez un gros disque dur 1 Tera minimum. Au jeu d'aujourd'hui, il serait sinon vite saturé. Choisissez plutôt une carte graphique avec plusieurs ports HDMI ou DVI pour plusieurs écrans éventuellement. Enfin, prévoyez un grand boîtier permettant par exemple d'accueillir plusieurs composants sans avoir à en racheter un. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de la série. Abonnez-vous du coup pour suivre les épisodes et pour monter le meilleur PC possible.